Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, un hôtelier au programme sur Sud Radio qui va nous accompagner d'ailleurs pendant une demi-heure. Ouais, l'hôtellerie est évidemment le secteur aujourd'hui, j'allais dire, le plus challengé par ce qui est en train de se passer. Oui, sans doute, enfin, il y en a quelques-uns, l'événementiel, etc. Mais enfin, l'hôtellerie est là. Alors lui, il a la chance d'avoir un actionnaire très puissant, très gros, l'actionnaire le plus gros du monde, quasiment d'ailleurs en ce qui concerne l'hôtellerie. C'est un actionnaire chinois, c'est Jinjiang. Mais alors pour le coup, ce sont des marques que vous connaissez par cœur. C'est Campanile, c'est Kyriade. Et donc c'est le président de Louvre Hôtel, la holding s'appelle Louvre Hôtel, qui va nous accompagner sur Sud Radio, Pierre-Frédéric Rouleau. C'est parti. Donc, on y va. Donc, j'ai dit une énormité. C'est pas la moitié de vos hôtels qui sont en Chine, Pierre-Frédéric. Non. On a commencé il y a 18 mois le développement en Chine. En fait, notre actionnaire, Jinjiang, qui nous a racheté il y a 5 ans, nous a proposé de venir sur le marché chinois. Et on a dit tout de suite oui, parce que l'avantage est de double. On se développe sur un marché qui est extraordinaire. Cette année, le groupe Jinjiang va faire plus de 1000 hôtels en une année, en développement organique. C'est le numéro 1 mondial de l'hôtellerie, Jinjiang, aujourd'hui ? C'est le numéro 2 en nombre d'hôtels ou de chambres, mais avec un marché chinois tellement fort et dynamique qu'à raison de 1000 hôtels, l'année dernière on a fait 1300 hôtels nouveaux, cette année 1000 hôtels, l'année prochaine sûrement dans les mêmes eaux, on va bientôt être numéro 1 mondial. Et il est donc propriétaire de Louvre Hôtel et d'autres marques. Et il est aussi premier actionnaire d'accord d'ailleurs, accessoirement. Voilà. Non, mais enfin quand même, parce qu'il ça prouve qu'il y a plein de choses. C'est un conglomérat. C'est un conglomérat. Pourquoi est-ce que je Ah oui, non. Donc il y a un moment qu'on se parle, Pierre-Frédéric. Et quand Jinjiang a acheté Louvre Hôtel, l'idée quand même, le schéma, et c'est là qu'on va voir les mutations du monde. Le schéma, c'était quand même une sorte de parcours fléché pour le touriste chinois. Jinjiang, il avait quasiment... Il a une compagnie aérienne aussi Il avait des participations de China Eastern. En gros, il prenait le chinois à la sortie de chez lui, il l'emmenait dans les hôtels Louvre Hôtel à Paris, il allait dans des bus Jinjiang, à la limite, aux Galeries Lafayette et chez Vuitton, et ensuite il rentrait. Ouais. Et maintenant, en fait, il veut que vous vous développiez en Chine parce que le chinois, il va moins sortir finalement. En fait. Non, c'est plutôt une opportunité pour Louvre parce que ça nous permet de faire connaître nos marques en Chine. Et donc, Donc on les rappelle, Campanile, Kyriade, Golden Tulip, Première Classe, Hôtel et Préférences. Et donc, après, il connaît nos marques et quand il revient ici, il nous choisit. Et donc, c'est vrai que là, on a un cycle, on fait tout le cheminement du consommateur. Et alors, donc, j'ai titré « La Chine a tourné la page ». La Chine a tourné la page ? Oui, alors ça étonne quand je raconte ça, parce que moi je suis parti de Chine le 22 janvier. Donc on a été juste au début de la crise Covid en Chine, et en 2 mois et demi, ça s'est terminé. Ils ont été très forts, on a connu les méthodes qu'ils ont prises, ils ont été vraiment très organisés. On ne peut pas sûrement faire la même chose. Ceci dit, l'enseignement qu'il y a dans tout ça, c'est quand on maîtrise la pandémie, 2 mois après, vous arrivez au même niveau que vous étiez avant la pandémie. C'est ça. Et cette année, nous allons faire le budget en Chine et même le dépasser l'année d'avant. C'est un truc extraordinaire vu d'ici. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment chez nous, Pierre-Frédéric. Alors... Non, mais une fois, ok, on laisse de côté la maîtrise parce qu'on sait aussi à quel prix on paye cette maîtrise là-bas. Ouais. Mais une fois que le truc est derrière nous, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même force de rebond. Alors, je pense que quand ça sera terminé... On aura exactement le même résultat. C'est-à-dire qu'on reviendra à des niveaux d'avant, à 5% ou 10% près. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit changement quand même dans le voyage corporate, où il y aura de moins en moins de voyages corporate. Ouais. Et là, ça va impacter les hôtels. C'est-à-dire qu'il y aura moins de conventions, il y aura moins de grands meetings, il y aura plus de visioconférences, le télétravail est passé par là. Donc il va y avoir une petite baisse à ce niveau-là, ces hôtels un peu conventions, comme on appelle ça, corporate, qu'on appelle aussi dans le jargon MICE, Meeting Incentive, etc. Et donc, mais par contre, pour le reste des clientèles, on va revenir au même niveau qu'avant. Et tu en as, toi, des hôtels comme ça ? Enfin, il y a des conventions chez Campanile, ouais ? Pas beaucoup. Chez Golden Tulip, on a un peu plus. Ouais.
Ouais. Chez Golden Tulip un peu plus, mais on en a. Et tu estimes que c'est quoi? C'est 10-15% du trafic? Je crois que Sébastien Bazin a dit un peu la même chose. Il a donné une interview au Monde hier. 5%, 5-10%. Ah, 5-10%. Ouais, c'est pas grand-chose. Lui est peut-être plus exposé avec Mercure ou des choses comme ça. Ouais. Il a des plus hôtels plus à convention. Nous, on a justement un réseau qui est beaucoup plus... c'est des tailles 80-100 chambres. C'est plutôt... on est moins exposé sur Paris, on est moins exposé sur des grandes villes. On est plus résilient parce qu'on est plutôt sur du 3 étoiles. Ouais. Et donc, d'un seul coup, puisque la reprise se fait quand même par le bas de gamme, hein, c'est-à-dire que ces hôtels 1 étoile, aujourd'hui, ils sont à moins 15%, moins 20%, parce qu'il y a du corporate. Ce corporate sur le marché 1 étoile, c'est des ouvriers. Ce sont des VRP, ce sont des salesmen qui se baladent, etc. Et la reprise, elle est là. Ils ont besoin de se loger. Ouais. Donc ces hôtels leur reprennent. Après, le 3 étoiles reprendra. Et enfin, le 4 étoiles et 5 étoiles. Juste un mot, parce que je ne vais pas passer, mais un mot de cette idée qu'il y avait eu là, c'est vrai, en juin, d'aller mettre dans les hôtels, d'aller confiner les malades du Covid dans les hôtels. On a compris que, notamment, alors là encore, Ibis, Accor, ils disaient pourquoi pas, ils étaient tout prêts. Toi, je ne sais pas si tu avais réfléchi à ça. Ça va se faire, ça va pas se faire, c'est intéressant, c'est pas intéressant? L'avantage de la pandémie, c'est que le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme au sens large, c'est un peu organisé. Et au lieu d'être un peu hétérogène, un peu dans tous les sens, a parlé d'une même voix pendant la pandémie, a beaucoup travaillé avec le gouvernement. On a fait des process, on a fait des protocoles sanitaires, tout ça s'est fait en bonne intelligence, on a beaucoup travaillé et on a fait aussi ces fameuses chartes parce qu'à un moment, on ne savait plus quoi faire. Il y avait des malades qui peut-être n'avaient plus de place dans les hôpitaux, il fallait trouver une solution. Oui, tout à fait. Et donc là, par solidarité, je pense, on a même gardé des hôtels ouverts pendant cette pandémie, puisqu'on n'était pas obligé de fermer, puisque c'était d'intérêt national d'avoir des hôtels. Pour les sites exposés, comme des sites Céveso, par exemple, vous avez besoin des hôtels à côté pour les techniciens. Et on a gardé, et on a fait des conventions avec le gouvernement, et je dois dire qu'à part quelques rares exceptions, ça a été vraiment limité. On a très peu d'hôtels qui ont été réquisitionnés par les préfets, très peu de clientèle. Vraiment, moins d'une dizaine, je crois, sur la profession. Donc, c'est quelque chose qu'on a un peu loupé, je dirais. Mais peut-être que ça va se faire, peut-être que ça va venir, puisque là, c'est revenu dans le discours du président de la République. Donc, mais vous êtes plutôt, vous hôteliers, vous êtes plutôt allant sur une telle solution, ou au contraire, vous freinez des cas de fer en disant non, après on aura l'image de l'hôtel contaminé? Je pense que dans cette crise, il faut être solidaire. D'accord, c'est ça. Déjà, dans un premier temps. Et pas penser au business et essayer d'aider. Alors bien sûr, qu'en temps normal, on ne ferait pas ça. Ouais. Mais peut-être qu'on peut faire ça dans cette crise-là. Ouais. Notamment, moi j'ai un hôtel que j'ai mis à la disposition pour une clientèle très particulière, les femmes battues. Et je trouvais que c'était important. Ça alors? Ouais. En plein cœur de Paris. D'accord. Ouais. Et donc, on a travaillé avec une association spécialisée et on met à la disposition, là, ça a commencé cette semaine. Vous voyez ? Mais ça veut dire que c'est un refuge, elle ne paye pas ? Non, alors c'est une convention. On a une convention avec l'État. L'association. Avec l'État. Donc c'est un tripartite et ça s'organise très très bien. C'est très professionnel et ça permet d'apporter une solution à un problème qu'on entend, mais quand on est confronté, c'est pas la même chose. Donc là, on l'a fait. Mais autrement, on est à la disposition de l'État. On doit être solidaire. On doit sortir de ces crises le plus tôt possible. Il y a un truc important. Pourquoi la Chine, on s'en moque un peu, on dit ils mettent des hélicoptères, ils mettent du béton autour des villes, etc. Mais en faisant ça, ils ont arrêté la pandémie de façon spectaculaire. Non, mais c'est pas qu'on s'en moque, Pierre-Frédéric, mais une des choses. Tu le sais mieux que moi, c'est pas un modèle, quoi. Enfin, voilà, on va pas se mettre à dire, faisons comme les Chinois. Mais si je prends une chose, les Chinois, ils ont confiné les gens qui étaient atteints les cas contacts ou les Covid. Ok. Nous, on se dirait, on peut pas faire ça. Par contre, prenons un peu de hauteur. Et en se disant, il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas une chambre supplémentaire chez eux pour s'isoler. Oui, bien sûr. Il y a des couples qui ont des enfants, comment ils peuvent faire ? Tout à fait. Donc si on trouvait sous forme de volontariat, bien sûr, pour que ça existe, après, c'est le libre choix du consommateur d'y aller ou pas d'y aller. Mais nous, on a des hôtels vides en plus pendant cette période-là. Donc c'est win-win-win. C'est win pour l'état sanitaire de la nation, c'est win pour les hôtels, c'est win pour les consommateurs. Et c'est pas dans l'imposition ou dans un régime qui est un petit peu qu'on ne pourrait pas faire en Europe. Bien sûr. La crise va tuer 20% de l'hôtellerie en Europe, tu as dit ? Plutôt hôtel et restaurant, oui. Ouais. Alors je m'explique, on vient de dire que la crise elle va repartir comme avant après, que le business va revenir comme avant, sauf que l'hôtellerie et les restaurations étaient déjà fragilisés
par les situations économiques avant la crise. C'est très difficile, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'investissement. On a eu beaucoup de choses à faire, notamment pour se mettre en conformité avec les handicapés, avec les règles de Green Label qu'on a pu faire. Et c'est de plus en plus compliqué, avec aussi une concurrence un peu de temps en temps déloyale de Airbnb, puisqu'ils ne payent pas les mêmes impôts que nous à l'époque. Maintenant, c'est réglé. Et donc, on s'est retrouvé avec une hôtellerie un petit peu fragilisée. Puis ça nécessite tous les 10 ans de remettre énormément d'investissements pour le mettre au goût du jour. Il y a aussi la digitalisation de notre business. On est passé de 0 à presque 70% de notre chiffre d'affaires qui est online. Donc, tout ça fait que ça demandait beaucoup d'investissements. Les gens ont fait les investissements et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la crise. Donc, c'est le pire moment. Ça ne pouvait pas aussi mal tomber. Et ça veut dire consolidation, parce que le secteur est très éclaté, notamment en France, énormément d'indépendants. Accor à un moment a essayé de les franchiser, puis ils n'ont pas voulu. Enfin voilà. Et donc ça veut dire, toi tu penses qu'il y a peut-être des belles opérations à faire, il va y avoir de la consolidation? Et je pense qu'il va y avoir malheureusement des faillites, certaines. Il y a déjà beaucoup d'hôtels des restaurants qui sont en faillite. Alors pas beaucoup en France parce qu'on a un État formidable qui aide. Et ça, on peut toujours critiquer, on peut faire plus, etc. Mais comparé à d'autres pays européens, moi j'ai des hôtels dans tous les pays. Aujourd'hui, je commence à avoir des faillites dans certains pays et le plus proche, c'est l'Allemagne, où on met toujours en avant et tout ça. Et aujourd'hui, il y a plein d'hôtels. Et moi, j'ai repris des petits portefeuilles où j'ai racheté ces derniers temps en Allemagne parce que il y a un marché. Parce qu'il y a un marché. D'accord. Mais alors justement, tiens, parce qu'il faut aussi, et tu te projettes sur l'avenir. Et alors tu parlais de digitalisation. Donc, en combien de temps de 0 à 70% de ton chiffre d'affaires online? En 10 ans. En 10 ans, et voilà, c'est ça. En 10 ans, ces 5 dernières années, ça a été, c'est une accélération. Je crois que c'est à Lyon que vous allez ouvrir un campanile ultra tech, alors digitalisé du sol au plafond. On peut en dire quelques mots. Oui. C'est plus un démonstrateur d'ailleurs qu'autre chose, je crois. Alors, j'ai la chance, moi, quand j'ai rejoint le groupe Jingjiang il y a 5 ans, quand ils nous ont racheté, que c'est un partenaire stratégique. Il veut pas vendre, il n'est pas dans une logique de vendre quelque chose, il est dans une logique de construire l'avenir. Donc ce qu'on appelle vraiment un strategic player. Et donc il fait des choses que les autres ne font pas. Et notamment, il a créé un Global Innovation Center, où il a mis des forces de Paris, de différents pays, plus des Chinois, etc. Un immense hangar, 200 personnes qui travaillent sur l'hôtel de demain, comment on travaillait sur les nouvelles tendances consommateurs et comment on peut aller beaucoup plus loin. Et on a construit plein de choses. Ça s'est accéléré avec la crise, on a fait des nouvelles innovations sur cette crise. Mais avant cette crise, on s'est dit, aujourd'hui, il y a un mélange de... Je cherche de la RSE, je vais acheter des choses à côté de chez moi, le fermier à côté de chez moi. Tout à fait. Mais en même temps, j'ai besoin de le faire en 3 clics avec de la technologie qui va bien. Donc il y a ce mélange. Il y a des injonctions contradictoires partout. Il y a ce mélange. Tout à fait. Et donc dans l'hôtellerie c'est pareil. Donc on a créé l'hôtel moderne seamless où donc ça veut dire quoi? Touchless, c'est-à-dire touchless. Tu rentres, on te reconnaît sur ton portable. Seamless parce que c'est sans couture. Sans couture. Donc tu arrives, tu as fait ta pré-réservation, tu as ta reconnaissance faciale. Tu as ta clé, tu as un robot qui t'accueille, tu lui mets sa valise sur le dos du robot, il t'emmène directement à l'ascenseur, il n'a pas besoin d'appuyer sur l'ascenseur, il t'emmène à l'étage que tu veux, il te suit jusqu'à ta chambre, et automatiquement, RFID, il t'ouvre la porte et il t'amène ta valise là où tu dois le déposer. Quand tu es dans ta chambre, on t'accueille, tu choisis ta musique, tu choisis tout ça. Oui, mais alors que devient la chaleur de l'accueil? Que devient le métier d'hôtelier, Pierre-Frédéric? C'est ça qui est étonnant, parce que quand on rentre dans l'automatisation, en Europe, on se dit c'est pour diminuer le staff cost, le coût des personnes. En Chine, c'est pas pareil. Là, ils l'ont fait dans l'idée de rajouter de la prestation, de rajouter de l'expérience. Et donc, au lieu d'avoir du temps que simplement pour faire des tâches qui sont un peu négatives, Jean-Paul Sartre aurait dit des trucs de mauvaise foi, là, c'est pour faire des choses positives. Préparer du jogging, des courses de jogging autour de l'hôtel. Être là, un vrai rôle de concierge dans la ville, des choses comme ça. Et ça marche bien. Alors, on en fait un à Lyon-Bron. Ouais, c'est ça. Ouverture, début d'année, qui va être magnifique. Alors, il y a plein d'innovations dans tous les sens, donc on n'a pas le temps, mais Osho, c'est quoi Osho? Alors, Osho, c'est Osho, sauf que ça s'écrit H-O-S-H-O.
Ouais, alors Pour être au chaud, c'est quoi ce truc? on invente des choses. Alors là, c'est un projet qui est assez rigolo. C'est entre un hostel et un hôtel, entre une auberge de jeunesse et un hôtel. On vend des capsules. Et l'idée, c'est comme une cabine de Formule 1, de première classe de Emirates. C'est-à-dire que le lit est ta chambre est le lit. C'est-à-dire que tout. Donc en gros, on se retrouve dans une chambrée ou dans un dortoir. Et t'as ta capsule. Et t'as ta capsule que tu T'as fermes dedans, complètement. ton Wi-Fi, tu peux fermer complètement. T'as ton truc. Alors. On imagine. C'est super intéressant. On imagine qu'on va l'utiliser d'une façon importante. Vous partez au ski, ce qui ne sera pas le cas à Noël, mais vous êtes une famille. Vous pouvez prendre un dortoir et vous avez chacun votre capsule. Le petit de 15 ans se met sur ses Wi-Fi, etc. Je comprends. C'est magnifique. On va ouvrir le premier port d'Italie, en février aussi. Et à chaque fois, c'est du test and learn. Oui. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, on voit comment ça marche. On le fait évoluer. On continue et on le développe. On s'amuse, hein. Ah oui, c'est super intéressant. Pardon, je vous tutoie. On se tutoie. On se tutoie. Un exemple. On a un hôtel B2B, qui est destiné aux investisseurs. Ouais. Il s'appelle le Fusion Hotel, qu'on a ouvert là le mois dernier en Chine, à Shanghai. Et on fera peut-être un autre autour du monde. Dedans, chaque demi-étage, c'est une marque. Comme on a 48 marques, 24 étages, coupés en deux. À chaque fois, vous pouvez dormir dedans, ou alors il y a des chambres, vous pouvez regarder comment c'est, observer comment c'est fait. Et juste derrière, vous avez un genre d'IKEA, où là, vous passez avec un QR code, vous commandez votre tasse de café, vous en mettez, vous avez, par exemple, je suis investisseur en Éthiopie, j'ai un hôtel de 100 chambres, je prends le QR code, je fais 100 lits, après 200 oreillers, 300, etc., etc. Et après, j'ai un conteneur qui m'amène tout directement. Pour équiper mon hôtel. Complètement. Ça, c'est Jinjiang qui fait ça. Hein. Ouais, c'est moi. Ouais. Ah, Je suis en charge de ça, en fait. D'accord. Et on l'a ouvert, et c'est magnifique. Et c'est l'ensemble de ces innovations qui fera la relance, en fait, du secteur. Il y a un côté, il y a un côté donner envie. Je crois que toi aussi, tu penses que l'hôtel, il doit aussi s'ouvrir sur son quartier. Il faut plus qu'il soit seulement un endroit où on dort. Enfin. Oui, alors, moi, je trouve que l'hôtel, quand je suis arrivé dans l'hôtellerie, on m'a expliqué, ça voulait dire, l'hôtel, c'est un commodity product. Ouais. T'en as besoin, t'y vas. Voilà. Tu retiens pas, il n'y a pas de notion de plaisir, tu as des habitudes, etc. Je trouve qu'il faut changer ça. L'hôtel, il est toujours bien situé. D'ailleurs, dans le retail, quand on regarde sur les 30 dernières années, le seul qui était là il y a 20 ans ou 10 ans, c'est l'hôtel. Les autres, ils ont tous changé. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de vie, et c'est important. Et donc, au lieu d'avoir, entre le consommateur et l'hôtel, uniquement le stay, la nuit, le séjour, j'essaye de changer ça. Et donc, je travaille, l'hôtel propose d'autres services, et après, le client prend d'autres services. Je m'explique. Par exemple, un hôtel peut être une conciergerie pour des. Tout à fait. Il peut aussi louer des parkings. Tout à fait. Il peut être même, j'exagère, exprès pour qu'on voit qu'on doit travailler un petit peu dans la disruption. Il peut être un endroit où je vais chercher mes clés de Airbnb. Why not ? C'est le centre. C'est le centre. Il faut changer. Il ne faut pas rester dans des ghettos, dans la verticalité. Ah ouais. Et votre client, il vous fait confiance. Dans un magasin de chaussures. Ça non, sérieux, tu le ferais ça, les clés de Airbnb J'ai regardé, ouais. Pourquoi ? C'est un client qui serait habitué à venir dans mon hôtel, il va les trouver beaux, je fais des beaux lobbies, il va peut-être venir prendre un petit déjeuner. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, il va peut-être se dire que c'est un hôtel, c'est mieux, parce qu'il y a de la sécurité, il y a des gens sympas, il y a des gens qui l'aident et qui lui donnent des conseils. On a la chance d'avoir le consommateur, mais le consommateur, c'est exceptionnel d'avoir un consommateur. Et il dort chez vous, il vous fait confiance. Tu sais, c'est ce que c'est ça ? C'est du judo. Ouais. Les clés d'Airbnb à la réception du Campanile, c'est du judo. Voilà, tu te sers de la force de ton adversaire pour le retourner. Lui, il peut pas vivre tout seul, il a besoin de moi. Ouais. C'est formidable de dire ça aux consommateurs. Bon, on est au bout, Pierre-Frédéric, je le regrette, mais voilà. Les meilleures choses ont une fin. Pierre-Frédéric Rouleau, président de Louvre-Hôtel, les marques Campanile, Kyriade, Golden Tulip. Merci de nous avoir accompagnés sur Sud Radio. Demain, les amis, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.